Député de la France Insoumise, opposé bien sûr à cette réforme. Vous, dans ce qu'on vient d'entendre, là, vous dites quand même oui, il y a des avancées sociales ou bien tout est à jeter pour vous? C'est un gigantesque recul social. D'abord, on va devoir travailler plus longtemps. Revenons d'abord sur une idée. Ce que vient d'annoncer Édouard Philippe, qui n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron, il a même dit l'inverse. Donc je me demande même quelle est la base de légitimité de faire ça. Il proposait... Le principe de la réforme, c'est pas en travailler plus longtemps. Non, attendez. Il y a un régime universel. N'embrouillez pas. Emmanuel Macron a été élu il y a 2 ans en disant qu'il ne fallait pas reculer l'âge de la retraite. Il avait évoqué le système du point. Mais là-dessus, vous connaissez mieux que moi, on pourrait multiplier les déclarations. Donc il s'est fait dire dans les Français. D'abord, rappelons-le aussi dans un rejet de Mme Le Pen. Des gens ont voté pour lui en disant avec lui il y aura le moindre mal, craignant l'extrême droite. Mais il avait dit qu'il ne fallait pas toucher à l'âge de la retraite. Et désormais, ce que nous a annoncé aujourd'hui le Premier ministre, c'est qu'on va travailler jusqu'à 64 ans. Et d'ailleurs, j'invite, je ne sais pas si vous l'avez fait, il y a beaucoup de médias qui enfument les Français. Ils disent ceux qui sont nés à partir de 1975, c'est là que se produit le changement. C'est pas vrai. Ceux qui sont même nés en 1960 sont concernés par le fait que désormais, votre carrière complète, il faudra l'avoir jusqu'à 64 ans, qui va être le bon moment. Et c'est un recul pour beaucoup de gens, je vous l'informe. Ceux qui nous regardent, ceux qui sont nés en 1960, 61, 62, sont concernés par le recul de l'âge de la retraite. Il y aura un malus, quoi. C'est ça. Ben oui, donc on voit bien le problème. Donc c'est terrible. Attendez, c'est ce qui amène quand même le caractère universel de cette retraite. Je reconnais qu'il y a une universalité dans la proposition. C'est l'universalité quasiment de l'opposition. Tout le monde est contre. Et vous, Marlène Schiappa, ça vous choque pas que, hormis, je reconnais que vous avez un allié, le MEDEF, mais à part ça, sur tout le champ syndical, pas seulement les insoumis que vous trouvez peut-être un petit peu parfois, assez fermes sur la défense des principes sociaux, mais tout le monde est contre. Et ça doit quand même vous interpeller. Vous n'avez pas été élu pour faire ça. Les gens vont devoir travailler de 62 à 64 ans, plus vieux, dont les femmes que vous êtes censés défendre. Donc les femmes vont devoir travailler plus longtemps. Réponse, et en plus, tout le monde est opposé. Donc soyez raisonnable, retirez ça, quoi. Alors dire que, d'abord bonsoir. Merci de nous proposer cet échange. D'abord dire que tout le monde est contre, c'est faux. Il y a des personnes qui sont favorables et qui considèrent qu'il faut avoir une refonte de ce système des retraites. Ces gens, ce sont les Français. Il y a une étude ELAB qui vient de sortir qui nous montre que plus de 70% des Français soutiennent la nécessité de transformer le système. Pourquoi ? Parce que le système actuel, avec 42 régimes différents, il est illisible, il est extraordinairement défavorable aux femmes, puisque non seulement il ne corrige pas les inégalités de vie et de rémunération entre les femmes et les hommes, mais pire, il les aggrave. Mais les syndicats sont tous contre vous, y compris la CFDT depuis ce soir. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que le dialogue se poursuit. On n'a pas là présenté un projet de loi, il y aura un débat parlementaire. Monsieur Corbière, qui est parlementaire, il prendra évidemment part et formulera ses propositions à cette occasion. Pas quand la CFDT, qui est un syndicat réformiste, dit on appelle à la mobilisation. La CFDT ne dit pas qu'elle ne veut pas. Pas du tout. La CFDT ne dit pas qu'elle ne veut pas dialoguer. Au contraire, j'étais tout à l'heure avec un représentant de la CFDT, avec M. Martinez et d'autres. Moi, je crois qu'il y a un dialogue, il y a des visions opposées qui se présentent. Et je crois que c'est la responsabilité du gouvernement de poursuivre le dialogue. Si vous avez bien écouté le Premier ministre Édouard Philippe, tout à l'heure, il a dit à de nombreuses reprises que sa porte était ouverte, que sa main était tendue et qu'ensemble, nous devions trouver des solutions de manière concertée et apaisée pour transformer le système, puisque toutes et tous, nous sommes d'accord sur l'objectif, transformer ce système des retraites qui est injuste et inégalitaire à l'heure actuelle. On l'a très bien entendu, mais on va le réécouter justement sur ce point, Édouard Philippe. Avec plaisir. Je pense à la prise en compte de la pénibilité. C'est une question qui a été évoquée depuis longtemps, notamment par la CFDT. Je pense à la prise en compte des droits familiaux. J'ai indiqué que sur beaucoup de sujets, nous n'étions pas fermés, que ma main était tendue, que ma porte était ouverte. Quelle que soit l'expression qui soit retenue, nous ne sommes pas fermés, mais nous sommes déterminés. Je suis ferme sur le principe. Mais je ne suis pas fermé. Alors expliquez-nous, Marlène Schiappa, parce qu'on a cru comprendre, il a donné aussi des échéances, le Premier ministre. Oui. Il a dit le texte, on le connaîtra d'ici à la fin de l'année. Oui. Il sera présenté le 22 janvier, je crois, en Conseil des ministres. Puis ensuite, voilà. Donc c'est quoi les marges de négociation d'ici aux jours qui viennent, quoi ? Mais écoutez, là, il faut que chacun retrouve le chemin du dialogue et que justement, ensemble, sur un certain nombre de points qui ont été effleurés, évoqués par le Premier ministre, on puisse avancer. Je pense par exemple à une question importante, et je sais que ça tient à cœur de la France Insoumise en général et d'Alexis Corbière en particulier, la question de la pénibilité. Je crois qu'ensemble, avec les syndicats, nous devons pouvoir mieux définir la pénibilité pour que les personnes qui ont des métiers qui sont véritablement difficiles, y compris physiquement, et je pense aux aides-soignants, je pense aux infirmières, je pense à un certain nombre de professions souvent très féminisées, qu'on puisse
faire en sorte que cette pénibilité soit prise en compte. Par ailleurs, Édouard Philippe a mentionné la question des droits familiaux. Il y a une surmajoration. Vous aurez désormais 5% dès le premier enfant, c'est une nouveauté. 10% pour le deuxième, 15% pour le troisième. Et puis une surmajoration en plus pour les familles nombreuses, qui sont aussi une des richesses de notre pays. Alors le système... Ça peut être très mauvais pour les femmes. Je vous connais, vous êtes une féministe. Faites attention, dans beaucoup de couples, les gens vont se dire que vu que le salaire de l'homme est plus important, les 5%, ils vont partir sur la carrière du monsieur, et en cas de divorce, les femmes vont se retrouver... donc c'est assez dangereux pour les femmes. Moi, je partage votre constat, je partage votre préoccupation, mais c'est fait, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé que par défaut, ce serait attribué à la femme, cette majoration. Ensuite, nous ne décidons pas... Lorsqu'il est uni, on va regarder les deux carrières. On va regarder les deux carrières. Au départ, on dit monsieur gagne plus, ça va sur monsieur, puis après, vous savez, la vie, parfois on se sépare. Bien sûr, c'est une compensation pour la femme, parce que justement, souvent, ce sont les femmes qui pâtissent du fait d'avoir mis au monde des enfants. Il y a des sociologues qui l'ont documenté en disant qu'il y avait une pénalité pour les femmes et un bonus pour les hommes dans leur carrière quand ils deviennent père ou mère de famille. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avec Bruno Le Maire, nous sommes en train de travailler sur une meilleure répartition des congés parentaux, une loi pour l'égalité femmes-hommes dans l'économie qui permettra d'allonger le congé paternité. J'espère que vous le voterez, Alexis Corbière, si vous êtes impliqué sur ces sujets-là, et qui permettra de mieux répartir les congés parentaux. J'en termine sur les congés spécifiques. Nous avons aussi créé un congé aidant qui permettra d'ouvrir des droits à la retraite. À l'heure actuelle, quand vous vous arrêtiez de travailler pour vous occuper d'une personne âgée dépendante de votre famille, très souvent ce sont les femmes qui font ça, vous n'ouvriez pas de droits à la retraite. Maintenant, vous ouvrez des droits à la retraite. Dans les sujets de discussion, pardon Marlène Schiappa, je reviens sur ce qu'on disait au début également de l'émission, il y a une discussion possible sur l'âge d'équilibre et les 64 ans ou pas, parce que le Premier ministre, ce soir, il dit « ma porte est ouverte », mais il ne nous a pas non plus dit « bon, écoutez, l'âge d'équilibre, franchement, on est prêt à y revenir, les 64 ans, après tout, c'était un chiffre comme ça, et puis maintenant, on va l'ajuster ». Est-ce qu'il y aura une évolution là-dessus ? Je ne suis pas Premier ministre et nous ne sommes pas à Matignon. Et donc, je ne veux pas là vous dire sur quel point nous allons ouvrir ou ne pas ouvrir ensemble sur ce plateau. Parce qu'en réalité, c'est ça qui bloque ce soir. C'est ça le sujet. Oui, c'est ce qui fait qu'il y a une opposition. Bien sûr, la CFDT s'est exprimée, nous l'avons entendu, parce que moi, je crois vraiment au dialogue et je pense qu'il faut écouter ce que disent les uns et les autres. S'il y a un mouvement grève qui se poursuit et que, notamment, la CFDT, qui est un syndicat réformiste, qui est attaché aux questions de droits humains, mais aussi d'équilibre budgétaire pour l'État, eh bien, il faut que nous puissions retrouver le chemin du dialogue et ensemble les entendre. C'est très important ce que vous souhaitez. Bien sûr, mais je n'ai pas l'impression que le Premier ministre ne les entende pas. On n'est pas sûr qu'il ait envie de bouger, mais c'est important ce que vous dites. Si c'est pour les réunir et leur dire on peut pas, il n'y a rien à changer, mais sur le fond, c'est intéressant la manière dont vous présentez les choses. C'est que vous dites on va corriger, vous inquiétez pas, mais vous prenez l'exemple. Vous dites que je suis député. 22 janvier, là, le projet de loi va être présenté au Conseil des ministres. Au mois de février, effectivement, comme parlementaire, je vais devoir me prononcer sur ce projet de loi. Je vais prendre un autre sujet. Vous savez, je suis enseignant. Oui. Chez les enseignants, j'ai entendu ce que dit le Premier ministre. Oui, ok, si on applique cette réforme aux enseignants, c'est terrible. C'est même absurde, dit-il. Je suis heureux qu'ils le reconnaissent aujourd'hui. Mais on va corriger. Et il va s'ouvrir des négociations qui vont commencer à partir de janvier, qui vont se terminer à l'été. C'est-à-dire qu'on va me demander au mois de février de voter une loi dont je ne connais toujours pas les conditions dans lesquelles elle va être corrigée, notamment dans le milieu enseignant. C'est quand même un problème. Vous demandez de vous faire confiance. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire ? C'est quand même un souci majeur. Les enseignants, qu'est-ce qu'ils ont compris ? En plus, le Premier ministre a dit qu'en même temps, dans cette négociation, on va rediscuter, y compris de leur mission. C'est-à-dire, sans doute, du nombre de jours où ils travaillent, des horaires de travail et des congés. Parce que vous ne voulez pas faire confiance au gouvernement. Ah ben, il vaut mieux ne pas lui faire confiance quand même. Vous lui faites confiance, vous, dans cette situation ? Moi, je le connais, le gouvernement. Il a baissé les appels, il a supprimé l'ISF, il a remis en cause l'assurance chômage. Il a fait baisser le chômage, il a créé les emplois. Bien sûr, tout va bien, Marlène Schiappa, tout va bien. Je dis pas que tout va bien. Je ne lui fais pas. Du tout. Il a baissé l'assurance chômage. Il a baissé. Non mais attendez. Il y a moins de chômage. Le chômage a baissé. Nous avons fait créer des emplois. Il y a plus de gens en situation de précarité. Par exemple, vous revendiquez l'universalité. Quand vous avez détruit le code du travail, que vous l'avez remis en cause, vous nous avez expliqué qu'il fallait pas. Non, je caricature pas. Vous nous avez expliqué justement qu'il ne fallait pas le même code du travail pour tout le monde, que c'était entreprise par entreprise. Là, il fallait pas d'universalité. Non, je suis très attachée au code du travail. Il y a un même code du travail qui garantit un certain nombre de droits pour les salariés. Ce que je suis en train de dire n'est pas la vérité. Vous ne nous avez pas expliqué qu'il fallait des négociations entreprise par entreprise. Et le reproche que nous vous demandions l'universalité du code du travail et des droits sociaux. Et vous nous avez dit que c'est de la négociation. Non, mais attendez. Vous étiez présente ou pas ? Moi, j'ai jamais. Ce que je dis n'est pas exact ? Non, je suis désolée, ça n'est pas exact. Il y a un code du travail auquel, bien sûr, il y a un code du travail. Non, c'est important. Il y a un code du travail auquel nous sommes attachés, qui prévoit des droits fondamentaux, notamment pour les salariés. Et avec les négociations branche par branche, on peut. Allez, Alexis Corbière termine. Sur les enseignants, parce qu'il y en a sans doute qui nous écoutent. Au mieux, ce que j'entends, face au choc quand même que vont subir les enseignants, c'est qu'on va en quelque sorte, j'ai oublié le mot, les sanctuariser, c'est-à-dire au mieux, on dit vous inquiétez pas, vous ne reculerez pas plus que les autres fonctionnaires. Compenser. C'est ça, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas toucher à leur actuelle retraite, mais c'est que le recul qu'ils subiront sera sans doute le même que les autres fonctionnaires. Mais plus que ça,
Le chiffre, parce qu'il y a des choses qui ont été dites face à l'indignation du milieu enseignant. Le monsieur le ministre Blanquer a dit on va mettre 400 millions peut-être pour augmenter la situation des enseignants. Oui, des primes. 400 millions, si on le reporte à chaque enseignant, ça veut dire 39 € pour chacun. Pour sans doute des baisses de pension à l'heure actuelle, lorsqu'elles sont simulées, mais le Premier ministre aujourd'hui ne conteste plus trop ça, il a même dit que c'était absurde, sans doute c'est des baisses de 300 à 400 €. Donc vous voyez, comment vous voulez faire confiance? Et comment je le répète? Agnès Buzyn a dit juste avant sur ce plateau qu'il y aura un simulateur qui serait mis en place d'ici quelques jours. Mais c'est important, vous aurez peut-être la réponse à votre question. Ils auraient pu le faire avant, vu qu'ils n'arrêtent pas d'insulter tout le monde et dire que les simulateurs... Non mais je vous en prie. Donc on va voir. Mais moi je vous dis, comment un parlementaire honnête peut voter au mois de février une loi dont il ne connaît pas en vérité les conséquences réelles pour des professions. Je prends l'exemple notamment des enseignants, on pourrait le faire pour d'autres. C'est intéressant, Marlène. Je veux dire, c'est insupportable d'un point de vue démocratique. Et tous ceux qui... Donc, vous voyez, on est là face à un gros sujet qui amène à ce que, je vous le répète, même si j'observe que, après m'avoir un peu envoyé dans les buts, vous le dites, tout le monde est contre vous. C'est un problème. Ah non, hormis, le MEDEF. Pas du tout. Alors c'est exactement... Et je termine sur le fait que quand vous dites, y compris ce sondage, ne l'utilisez pas, il est fait en sortie de la conférence de presse, au moment où les gens n'avaient pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils pensaient que c'était seulement la génération de 75. Non. Moi, je le vois parce que moi-même, je vais vous dire, en écoutant le Premier ministre, j'ai été abusé. Je me dis, tiens, il touche pas. C'est que la génération à partir de 75 qui est concernée. Alors que je dis, et je le martèle, ceux qui sont nés en 1960 sont concernés par le fait que désormais, il va falloir travailler jusqu'à 64 ans. Et là, je vous assure que vous allez voir l'effet que ça va produire dans l'opinion publique. Moi, ce que j'observe, puisqu'on parle de sondage, c'est un sondage, ça n'est jamais que la photographie d'un instant T. Moi, ce que je regarde dans les sondages, ce sont les trajectoires. Oui. Et ce que j'observe, c'est qu'à partir du moment où le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé, il l'a fait longuement ce midi, il l'a fait ensuite aux 20h de TF1, à partir de ce moment-là, la cote de confiance vis-à-vis du projet du gouvernement s'accroît, augmente. Ça veut dire qu'il y a une adhésion à toutes les enquêtes d'opinion publiées ces derniers jours, il y a globalement eu, pour vous rendre justice, plutôt toujours un soutien à l'idée d'une réforme des retraites, mais en même temps, moi, je suis toujours pour un soutien au mouvement de mobilisation. Moi, je tiens à dire, je suis pour une réforme. Il y a le même pourcentage de Français qui disent qu'ils veulent arrêter les régimes spéciaux, par exemple. Ils sont à peu près 70% à le dire. Non, mais attends, il y a 42 régimes différents, c'est illisible. Si on dit qu'il y a des situations d'inégalité, par exemple, bien un régime spécial où les retraites chapeau chez les patrons, c'est scandaleux. On y touche, on n'y touche pas. Évidemment, on a chauffé l'opinion publique en disant le problème, c'est qu'il y aurait des privilégiés. Les retraites chapeau, elles sont pas payées par l'État, c'est ça le problème. Non, mais d'accord, mais enfin, si on dit qu'il y a des professions qui ont une situation très particulière avec un régime injuste, et notamment, je pense à ces entreprises privées où souvent, pour faire partir un patron, on lui verse des sommes absolument insupportables, etc. Ce que je veux dire, c'est que franchement, les régimes spéciaux, ça concerne quoi 300 000 personnes. On a fait croire aux Français qu'il y avait un énorme problème. Ça concerne entre 8 et 9 milliards d'euros, surtout. Et alors c'est combien le budget l'ensemble des retraites, ça coûte combien? C'est évidemment beaucoup plus. 340 milliards d'euros. Donc vous êtes en train de nous expliquer qu'actuellement, vous savez pour quelle raison, notamment dans les SNCF, il y a un petit problème. C'est parce qu'on a supprimé des cheminots. On a supprimé 10 000, ça mène momentanément, mais vous savez que c'est 8 à 9 milliards notamment dans les SNCF. D'ici quelques années, il n'y aura plus de problème. Donc vous voyez, on a fait des épouvantails à moineaux pour opposer les Français, pour jouer sur l'égoïsme. En disant, vous savez quoi, c'est le problème dans ce pays? C'est les cheminots, c'est la RATP. Pour dire que c'est bien d'avoir de l'équité. Pour dire que c'est bien d'avoir de l'équité. Non, il faut améliorer notre système de retraite. Il faut améliorer, il faut plus de cotisations, il faut augmenter les salaires. Parce que quand on augmente les salaires, ça fait plus de cotisations. Mais il ne faut pas plus d'équité. Le chômage, mais il faut l'équité, vous savez, moi je suis pour l'égalité. L'équité, c'est un mot piège. L'équité, c'est un mot piège. Moi, je suis pour l'égalité. Je suis un républicain. L'équité, c'est un mot patronal, bien souvent, pour expliquer qu'il faut maintenir des injustices. Et j'espère que là-dessus, Marlène Schiappa est d'accord avec moi. Je le sais qu'elle est d'accord avec moi. Donc ça, c'est un mot managérial. Moi, je suis pour l'égalité des droits. Et je vais vous dire, après, sur les gens qui travaillent, le métier que je fais n'est pas le même que celui d'un ouvrier du bâtiment qui s'use la santé. Et j'ai pas de problème à dire qu'il est peut-être normal que cet ouvrier, il parte à la retraite avant moi. Donc c'est absurde cette idée qu'il faut l'universalité. On fait pas tous le même métier. Vous, votre métier, sans doute que vous le trouvez passionnant, et il est sans doute passionnant. Et à 65, 70 ans, vous serez peut-être en capacité de le faire. Et vous serez très bien, et je vous écouterai avec plaisir. Mais le type qui est sur le chantier, lui, au bout d'un moment, il est cassé. Donc à force de dire des bêtises, universalité de quoi? On n'est pas tous payés pareil. Là, vous êtes sur la pénibilité. Et mais ça, non, mais c'est le sujet majeur. C'est à force de dire des choses. On n'est pas uniquement sur la pénibilité, on est sur le fait. Mais je rejoins évidemment Alexis Corbière sur l'importance du champ lexical et de la sémantique qui est utilisée. La raison pour laquelle on parle d'un régime universel, il ne s'agit pas de parler d'un régime uniforme. Il y a par exemple des métiers dans lesquels vous risquez votre vie. Alors par exemple, sur ce point précis, on n'a pas très bien compris, Marlène Schiappa, juste la colère des policiers, parce qu'ils ont un mouvement en ce moment où ils disent, mais le problème c'est qu'on n'est pas tous concernés, il n'y a que ceux qui sont dans la rue, en gros, qui sont concernés, mais ceux qui sont dans les bureaux, alors qu'ils peuvent
peuvent être menacés aussi, comme on l'a vu avec l'horreur de Magnanville. Eux, ils ne sont pas concernés. Et ce matin, il n'y a pas eu d'éclaircissement là-dessus de la part du Premier ministre. Écoutez, moi je crois que c'est important de rappeler, c'est le calendrier. Là, on n'est pas au moment où on présente un projet de loi. Ce temps-là, il viendra en janvier, au 22 janvier. C'est pas de nous dire maintenant. Mais vous savez, Monsieur Corbière, pendant des mois, vous nous avez reproché d'être un gouvernement vertical, brutal, qui écoute personne, qui fait tout seul. Là, depuis 2 ans et demi, nous négocions, nous discutons, nous dialoguons avec les partenaires sociaux. Ça s'est fait dans le passé. Il y a eu plusieurs dizaines de réunions autour du Premier ministre, autour d'Agnès Buzyn, autour de Jean-Paul Delevoye. Jusqu'au mois de janvier. Continuer ce dialogue pour notamment éclaircir un certain nombre de mesures qui ont été évoquées tout à l'heure, et notamment cette question de la pénibilité. Moi, j'ai confiance dans les partenaires sociaux, j'ai confiance dans les syndicats, et j'ai confiance dans la capacité des syndicats. Mais peu importe, vous savez, c'est pas une question de pour ou contre, de gagnant ou perdant. On n'est pas là dans l'invective stérile, on est là dans quel projet on veut porter pour notre pays, pour que nos enfants n'aient pas à supporter le poids d'une retraite qui n'est plus supportable à cause d'un déséquilibre générationnel. Mais sauf que le Premier ministre a pris la parole aujourd'hui, et la conséquence, c'est pas que le mouvement va baisser en intensité, c'est certains syndicats qui sont réformistes comme la CFDT disent mobilisez-vous mardi prochain. Nous verrons mardi prochain ce qu'il en est, mais moi ce que je veux surtout retenir et ce qui est important, c'est qu'Édouard Philippe a rappelé que sa porte était ouverte, que sa main était tendue, que si d'aucuns avaient des propositions à faire de transformation... Mais vous n'entendez pas Laurent Berger quand il dit Laurent Berger, patron d'un syndicat réformiste, mobilisez-vous mardi prochain, ça ne vous interpelle pas? Mais bien sûr que si, c'est la raison pour laquelle je crois que le dialogue doit se poursuivre. Vous savez, moi je crois au dialogue, je pense que si Laurent Berger a des propositions, eh bien le gouvernement peut poursuivre le dialogue. Si Laurent Berger a des propositions équilibrées et financées à fournir au gouvernement, eh bien le Premier ministre l'a dit lui-même, s'il y a une meilleure proposition que celle qu'il a mise sur la table, il la prendra. Et le gouvernement l'endossera. On voit pas bien comment elle sortirait magiquement du chapeau comme ça. Non mais écoutez, moi j'ai des désaccords, on le sait, avec la CFDT, mais ils disent des choses claires depuis des mois. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont plutôt favorables à mettre en place un système de points. Moi je suis pas d'accord avec eux, mais qu'il faut pas toucher à l'âge de départ. Ligne rouge. Voilà. Ligne rouge. Il l'a dit. Vous dites la main est tendue, le bureau ouvert, mais ça, ils ont rencontré plusieurs fois le Premier ministre. Ils l'ont dit. Aujourd'hui, ce qu'il fait devant le Conseil économique et social, c'est dire allez vous faire voir. Je ne retiens pas votre idée. Donc vous comprendrez, là je parle même pas pour moi, que les gens de la CFDT, de l'UNSA, du syndicat, tous disent au bout d'un moment, bon, mais il y a un souci. Non, mais je veux dire, regardez ça, parce qu'il y a quand même un sujet de fond. Je répète que ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui, je devrais presque vous en remercier. C'est à faire rentrer dans la mobilisation, parce que c'est ça qui est important, encore plus d'organisations syndicales. Et franchement, il faut retirer ce projet. Il faut le retirer, c'est un mauvais projet. Il faut améliorer notre système de répartition. Une fois de plus, il faut augmenter les pensions de retraite. Il faut effectivement revenir à 60 ans, parce que les gens sont usés. Je veux dire, l'âge moyen en bonne santé, il est autour de 63 ans. On veut aussi quand même avoir un nouveau temps de la vie. C'est ça qui est intéressant. C'est quel projet de société on veut. On est dans un pays qui est riche. Il faut réfléchir à peut-être une autre répartition des richesses, élargir l'assiette de cotisation. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous n'y croyez pas quand on entend le rapport du corps qui dit il manque des milliards. Sur la CFDT, pour être un peu précise. Mais les milliards, ils viennent bien souvent du fait que, je le répète, la précarité que subissent beaucoup de salariés, dont les femmes, qui sont les premières victimes de la précarité, qui sont dues aussi au fait qu'il n'y a pas assez de rentrée de cotisation, y compris au fait que beaucoup d'entreprises ont vu à ce qu'on a baissé les cotisations en raison de toute une série de cadeaux qui leur ont été faits, ce que j'appelle cadeaux, c'est-à-dire de baisse de cotisation. On peut remettre tout ça à plat, ce serait intéressant. Sur la précarité, je partage le constat, je partage pas la solution. C'est assez souvent le cas au demeurant, ce qui est plutôt rassurant sur la première partie, mais je partage pas la solution. Le constat, nous le partageons. Il y a énormément de femmes qui sont précaires tout au long de leur vie. Les écarts, les inégalités entre les femmes et les hommes, non seulement elles ne restent pas en l'état, mais elles sont aggravées par le système actuel des retraites. Et donc on passe de 9 à 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes à 42% au moment de la retraite. Pourquoi ? Même si c'est un écart qui a tendance à se réduire, comme l'a rappelé le Premier ministre ce matin. Pourquoi ? Pour des questions d'abord d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, mais aussi parce que les femmes sont plus nombreuses à s'arrêter de travailler. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi énormément de femmes qui font des métiers dits du soin, du care, et qui sont parfois pas déclarées, parfois dans tel ou tel congé. Et ça nous amène à faire en sorte qu'il y ait presque 4 femmes sur 10, 38% exactement des femmes, qui à l'âge de la retraite touchent moins de 1 000 € par mois. Et donc nous proposons de créer un plancher à 1 000 € par mois en disant toute personne, femme ou homme au demeurant, mais ça bénéficiera largement aux femmes, toute personne qui a travaillé toute sa vie, même en précarité, même à temps partiel, touchera
au minimum 1 000 € au moment de la retraite. C'est une question de dignité. Ça permettra à toutes les femmes, bien sûr, pour les personnes qui ont travaillé, mais y compris à temps partiel et y compris en situation et en contrat de précarité, personne ne pourra toucher le seuil de moins pauvreté, de 1 000 € au moment de la retraite. Mais certes, on pourrait dire que c'est moins que 2 000, c'est plus que 0, c'est moi, plus j'ai une que question 500. à vous poser. Vous avez observé C'est pas un mieux, ça, Alexis Corbière? Ce sera une augmentation considérable. En vérité, dans le détail, près de 40% des femmes qui, à l'heure actuelle, sont dans des situations terribles. Là où se niche, il faut regarder chaque fois les détails. Vous avez observé, Marlène Schiappa, que la proposition que vous faites sur la reversion des pensions des pensions. Juste sur les 1 000 €, Alexis Corbière, juste pour qu'on sache ce que vous en pensez. Marlène Schiappa dit c'est une amélioration. C'est un progrès. Moi, je dis que pour une carrière complète, il ne doit pas y avoir une retraite en dessous du SMIC. Voilà. C'est la réalité, parce que 1 000 €, c'est très proche du seuil de pauvreté. Et d'ores et déjà, combien est le minimum vieillesse, en vérité? Mais bon, je répète que quand vous regardez dans le détail, sur les pensions de reversion, le décalage de cette année qui a été proposé aujourd'hui par le Premier ministre, vous avez vu que près de 84 000 personnes, notamment des femmes, sont en train d'être indemnisées, d'être percutées, par cette proposition. De la même façon, sur l'histoire des pensions de reversion, la proposition que vous faites, qui peut apparaître séduisante de dire aujourd'hui, c'est 70% pour les pensions de reversion. Mais moi, j'ai fait le calcul sur un couple de 2 personnes qui gagnent 1 000 € chacune. D'accord, puis monsieur meurt et madame est là. Jusqu'à présent, c'était 50% du revenu de monsieur. La personne percevait, donc, ça faisait 1 000 plus 500 de la moitié du revenu de monsieur. Vous, avec votre système de 70% sur la totalité du couple, la personne va percevoir 1 000 plus 400 €. Elle va passer de 1 500. Non, ce que je veux dire, c'est très intéressant. Bien sûr, je vous invite à y regarder, parce que contrairement à ce que vous affirmez aujourd'hui, que le système des pensions de reversion risque de pénaliser beaucoup de personnes, et notamment les femmes. Non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple. 2 personnes qui gagnent 1 000 €, elles vont gagner moins. C'est à la base, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pour protéger les femmes lorsqu'elles sont en situation de veuvage, parce qu'à l'époque, les situations familiales, en 1946, elles ne sont pas les mêmes qu'en 2019, en 2020 et après. Notamment, vous avez à notre époque, c'est un fait, c'est statistique, beaucoup plus de divorces, de séparations, de remariages. Et l'idée, c'est d'être logique et de ne pas calculer une pension de reversion sur la base d'un premier mariage quand vous avez 20-25 ans, alors que potentiellement vous avez divorcé, vous êtes remarié, vous avez redivorcé, vous êtes remarié. On avait parfois des situations ubuesques dans d'anciens systèmes. Vous aviez des hommes qui s'étaient remariés. Madame, je vais vous donner un exemple concret de monsieur et madame gagnent 1 000 €. Et la dernière femme qui chacune disent moi je serais légitime à toucher la pension de reversion. Et donc nous considérons que ce n'est plus une bonne manière d'envisager la répartition au sein des familles. Donc nous voulons maintenir 18 milliards d'euros pour les droits familiaux et la politique familiale au moment de la retraite, mais avec un rebasculement des hommes vers les femmes. C'est normal, c'est pour corriger ces inégalités entre les femmes et les hommes. Je vous ai donné un exemple concret sur un couple où les 2 personnes gagnent 1 000 €, 70% de l'ensemble des revenus. Et vous avez vu que le gouvernement existe, Marlène Schiappa vous a dit qu'elle prenait note et qu'elle allait regarder. C'est bien. Voilà. Mais on est d'accord que je viens de le démontrer. J'ai fait ce calcul rapidement sur le fait que, contrairement à là, on va y perdre. C'est-à-dire que 50% des revenus. Je vous ai donné un exemple d'un couple où les 2 gagnent autour de 1 000 €. Alors, si monsieur meurt, ce que perçoit madame est moins important de 100 € que quand on demande au Premier ministre qui seront les gagnants et qui seront les perdants de cette réforme, écoutez sa réponse, ça va vous intéresser, Alexis Corbière. Je la connais. Moi, je crois qu'en vérité, tout le monde sera gagnant. Alors, vous allez me dire, c'est une formule. Non, tout le monde sera gagnant. Parce que le système actuel, il fait déjà beaucoup de perdants et il n'est pas équilibré. Ce qui laisse à nos enfants, le soin de payer nos retraites, c'est normal, c'est le régime de répartition. Mais le soin de payer aussi les retraites, la dette, les retraites que nous n'avons pas voulu payer ou que nous n'avons pas voulu assumer pour nos propres parents. Autrement dit, la justice, le sérieux, même d'une certaine façon, je sais que ce mot parfois fait lever les yeux au ciel d'un certain nombre de gens, commande qu'on mette en place ce système qui est plus juste, qui est plus solide, qui est plus équitable aussi, pour tout le monde, afin de garantir l'avenir de nos retraités et notre propre avenir. Il vous invite, le Premier ministre Alexis Corbière, à regarder loin, sur plusieurs dizaines d'années. C'est ça, en fait, la logique de cette réforme, dans la bouche du Premier ministre, évidemment. Non, mais je ne suis pas convaincu, mais ce sur quoi s'appuie le Premier ministre, c'est des faiblesses du système actuel. Moi, c'est une réalité qu'actuellement, il y a un problème. Les gens, déjà, partent trop tard et les pensions sont trop basses. Et il y a des situations d'inégalité. Ça, c'est une réalité. Nous sommes d'accord, mais ça, c'est notre système
de retraite qui est percuté par le chômage de masse, par la précarité qui se développe. Le chômage baisse. Depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, le chômage baisse. Nous avons créé des emplois, nous avons créé des emplois francs pour les quartiers populaires. Ce qui augmente souvent, c'est les contrats précaires, la précarité se développe. Oui, après, il pourrait baisser plus, moins, mieux. C'est souvent des contrats extrêmement courts. Non, mais c'est pas parce que vous le répétez. Y compris des emplois francs, notamment, je le dis aux personnes qui sont en situation de recruter, qui nous regarderaient peut-être ce soir, les emplois francs permettent de recruter notamment des personnes qui sont parfois en difficulté dans les quartiers les plus populaires, dont vous êtes élu d'ailleurs, M. Corbière. Le financement sur le long terme, Alexis Corbière. Très bien, mais comme Marlène Schiappa, elle a cet art d'un seul coup de dérouler, qu'il n'y a jamais eu autant de contrats courts. Non, mais il n'y a jamais eu autant. Non, mais lui, c'était mon tour de parler, mais si vous voulez, c'est pas grave. Mais il n'y a jamais eu autant de contrats courts. Donc ces chiffres, ils sont trompeurs. Effectivement, momentanément, vous avez un effet que le chômage baisse un peu, mais il n'y a jamais eu autant de contrats courts, c'est d'une grande précarité. Chômage, on préfère travailler même pour un temps court plutôt que ne pas travailler du tout. Moi, ça, c'est matière à discussion sur quel type de société on veut. Bien sûr, mais on peut rêver, regarder le monde tel qu'on aimerait qu'il soit, formidable, merveilleux, etc. Le monde tel qu'il est, il est ainsi. Et quand vous êtes au chômage, et au chômage de longue durée, vous préférez travailler même pour un contrat court que ne pas travailler du tout et perdre vos droits et rester chez vous et vous désocialiser. C'est la vérité. Les gens qui sont au chômage veulent travailler. Oui, d'accord, ça, vous l'avez peut-être remarqué, mais vous, le type de société que vous proposez, c'est le modèle de la précarité, c'est l'ubérisation de la société. Non, pas du tout. Si, attendez. Non, je reçois vous ne défendez pas le modèle Uber, Emmanuel Macron. Je reçois demain les dirigeants d'Uber, puisqu'il y a un certain nombre de allez discuter avec les chauffeurs de taxi, président Emmanuel Macron, quand il était ministre des Finances, je les reçois demain pour sécuriser davantage la situation des femmes. Attendez, Emmanuel Macron s'est fait connaître quand il était ministre des Finances, c'est lui qui précisément a ubérisé nombre de secteurs de la société, à commencer par les professions du taxi. D'accord ? Non, mais vous n'allez pas me dire aujourd'hui que c'est un homme qui a ouvert la brèche aujourd'hui. Moi, je ne suis pas favorable à cette société où on banalise la précarité. Il y a une ubérisation des retraites, c'est ça que vous dites ? Attendez, oui, non, mais quelque part, là, moi, je pense, un des aspects, ça a souvent été dit, c'est que qui c'est qui est tapis derrière tout ça ? C'est notamment le système des assurances privées. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un business qui va se développer. Ça reste répartition. Non, oui, mais il va y avoir un business qui va se développer. C'est pourquoi, je pense que les liens qu'avait M. Delevoye avec notamment les assurances privées sont particulièrement choquants, sont particulièrement révélateurs du fait que celui qui était l'artisan de ça était un homme qui siégeait dans un conseil d'administration d'un institut. Non, pas bénévolement. Alors j'aimerais là-dessus préciser les choses, parce que c'est ce qui m'a été répondu. M. Delevoye était payé 5 300 € par mois pour être à la tête d'un institut de formation qui s'appelle Parallax, et dans le cadre de cette rémunération, il devait siéger aussi au sein du conseil d'administration de l'IFPAS. Moi, du bénévolat payé 5 300 € par mois, j'en veux bien. Non, mais c'est un problème à tel point que M. Delevoye a démissionné aujourd'hui. Tout ça parce que ça montre. Mais c'est pas parce que j'en veux à M. Delevoye. Mais ça démontre qui c'est qui impulse cette réforme. Le gouvernement, juste pour aller au bout de la logique, Emmanuel Macron et le gouvernement font cette réforme uniquement dans le but de servir le secteur de l'assurance privée. Actuellement, c'est 340 milliards le système des retraites. Vous comprenez bien qu'il y a des intérêts privés qui veulent grignoter. Non, je comprends pas. Dites-nous les choses notamment ceux qui gagnent 10 000 €, ceux qui gagnent 10 000 € par mois auront intérêt. Parce qu'à partir de cette somme, le gouvernement fait un argument soi-disant social, mais ceux qui cotiseront n'ouvrira plus de droits nouveaux. Donc ils vont arrêter de cotiser et ils vont, eux, être sollicités par des assurances privées qui vont leur dire « venez cotiser ». Dans nos organismes. Et en plus, le gouvernement, il y a quelques mois, a défiscalisé l'argent qu'on mettra là-dedans. C'est ça le business qui va se développer. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, on a nombre... sinon, à quoi ça sert ? C'est ça que cherche à faire le gouvernement. Ça, c'est la redistribution. On invite les cadres à cotiser. M. Corbière devrait le soutenir, puisque c'est un système de redistribution de ceux qui gagnent. Vous parlez des 2,8% de cotisation au-dessus de 10 000 €. Mais ce que dit Alexis Corbière, c'est que... La surcotation qui ne bénéficie pas aux cotisants eux-mêmes, mais qui bénéficie à la redistribution. Mais il dit que justement, ils vont se tourner vers le privé. Marlène Schiappa, si vous êtes riche... Laissez répondre, s'il vous plaît, Alexis Corbière. Laissez répondre. Ensuite, il faut dire la vérité aux gens, avoir un discours de vérité pour celles et ceux qui nous regardent. Ce que nous faisons, c'est un système que nous conservons par répartition. Nous n'ouvrons pas la voie au fonds de pension, ce n'est pas vrai. Nous conservons un système de solidarité intergénérationnelle jusqu'à 120 000 € par an. Une génération active finance la retraite des aînés qui sont partis à la retraite et un système dit par répartition, par opposition au système dit de fonds de pension. Ce n'est pas ce que nous faisons et donc la critique qui est faite là est inopérante. Jusqu'à 120 000 € par an, c'est ça que dit Alexis Corbière. Si vous gagnez plus de 120 000 € par an, au bout d'un moment, comme le fait ce que vous cotisez... Mais comme à l'heure actuelle, comme avec les complémentaires actuels, à l'heure actuelle, il y a déjà des gens qui prennent des assurances vie, des complémentaires, oui, il y en a déjà, mais vous allez encourager à le faire encore plus, on est d'accord. C'est comme votre système, ça existe déjà, le système à points dans tel et tel secteur. Oui, on va vous allez le empêcher les gens de prendre des assurances vie, mais on ne les favorise pas si vous défiscalisez, vous les encouragez. On ne les favorise pas particulièrement. Alors pourquoi vous les défiscalisez ? C'est pas le but du système. Attendez, c'est marrant ce que vous dites. Vous dites, il ne faut pas les empêcher, mais quand vous défiscalisez, ce que vous soutenez, vous encouragez les gens à le faire. Le sous-entendu de votre discours... Est-ce que ce que je dis est vrai ?
que c'est défiscalisé. Ça n'est pas vrai? C'est défiscalisé, mais le sous-entendu de votre discours... En fait, vous mettez ensemble des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je ne suis pas coincée, la preuve, je souhaite vous répondre. Vous mettez ensemble des éléments et vous faites une salade avec des légumes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pour faire un sous-entendu qui serait le gouvernement est un méchant capitaliste vendu aux fonds de pension, aux assurances, etc. Ce n'est pas le cas. Notre but, pourquoi nous voulons transformer le système, c'est parce que le système actuel est illisible, il est inégalitaire, il est inéquitable, pour ceux qui préfèrent le terme d'inéquitable, et nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait plus 42 régimes et qu'on puisse enfin savoir ce qu'on va toucher. Moi, je ne sais pas ce que je vais toucher dans l'ancien régime. J'ai été un peu en congé parental, un peu pigiste, un peu salarié, un peu entrepreneuse, un peu au gouvernement. Je ne sais pas dans l'ancien système ce que je vais toucher. Avec le nouveau, ce sera plus lisible, vous n'aurez plus ces 42 systèmes et vous pourrez très clairement, dès le début de votre carrière, savoir avec le système de points ce que vous toucherez. C'est une forme de contrat moral finalement entre les gens qui travaillent, l'État et les cotisations. La lisibilité, vous n'y croyez pas? Voilà, on se renvoie les arguments un peu au ping-pong, mais là... Les 42 systèmes, ça concerne 3% de la population active. Donc 97% de la population active n'était pas concernée par ces régimes spéciaux. Donc je vous en prie, ne dites pas les gens c'était illisible, on avait le choix entre plein. C'est pas vrai. Et bien souvent, ce que vous appelez régimes spéciaux, c'est tout à fait justifié. Les petits rats de l'opéra. C'est pas justifié comme régime spécial. Au bout d'un moment, il y a bien un âge où il faut qu'il s'arrête. Tout ça, vous savez, c'est ce que j'appelle les arguments épouvantails à moineaux. Il y a des tas de professions auxquelles c'est justifié qu'ils aient un régime particulier. Pour quelle raison vous faites croire que c'était ça la grande inégalité? Je vous répète que des grandes inégalités, il y en a notamment, je ne reprends pas l'argument, dans les entreprises où on fait partir un patron qui a été mauvais en général et on lui verse une retraite chapeau. Je partage tout à fait. Alors faites-le, agissez. Non, mais tout à l'heure, agissez. Quand vous disiez qu'on avait dit que les cheminots étaient privilégiés, ça, moi, jamais vous n'avez entendu dans ma bouche dire qu'un cheminot est privilégié. Je ne considère pas que quelqu'un qui travaille à la SNCF... Non, pas du tout. C'est pas parce que vous aviez le macronisme honteux, parce que vos collègues, laissez-moi vous dire sur les plateaux télé, le nombre de fois où ils ont tapé les cheminots. Jamais moi... S'ils ne sont pas privilégiés, pourquoi est-ce qu'on change leur régime? C'est pas une question de privilège. On a insisté tout à l'heure sur l'importance des mots. Moi, j'irais jamais dire à quelqu'un qui conduit des trains que c'est le grand privilégié de... leur régime, alors. C'est pas une question de privilège, c'est une question de différence et de régime illisible et qui n'est pas finançable au bout d'un moment pour les nouvelles générations qui arrivent. Donc nous faisons quoi? Nous faisons un système plus lisible, plus juste, plus simple, plus équitable, qui conserve les grands principes qui font l'honneur de la France et notamment la redistribution d'une génération avec l'autre. Est-ce que si le pays reste bloqué comme c'est le cas aujourd'hui, Marlène Schiappa, vous souhaitez, en tant que membre du gouvernement, que on recule un petit peu sur certains points, les régimes spéciaux, l'âge d'équilibre, par exemple, qui sont les points dont on sent qu'ils font le blocage. Vous savez, je suis très attachée au dialogue et je suis très attachée à la cohésion nationale. Et je crois qu'on a vécu... Pour l'instant, la cohésion nationale, vous admettrez qu'elle est bien sûr, on a vécu des moments difficiles, de division de notre pays, notamment avec les mouvements des Gilets jaunes. On ne va pas y revenir particulièrement. Et je pense que maintenant, l'important, c'est d'aller ensemble vers un projet commun. C'est la raison pour laquelle, inlassablement, nous partageons les grands objectifs de notre projet de transformation des retraites. Je ne jette pas la pierre à ceux qui font grève. La grève est un droit en France fondamental. Je respecte les gens qui ont des convictions, même si ce ne sont pas les mêmes que les miennes. Celles et ceux qui ont le souhait de faire grève, ils doivent pouvoir faire grève dans le respect du droit français. Maintenant, j'appelle véritablement au dialogue et à faire en sorte que chacune et chacun trouve une voie de compromis et qu'on puisse tenir l'engagement du président de la République, qui est de transformer ce régime de retraite pour faire un régime universel, à point, plus lisible et plus juste. Si vous prenez le pouvoir, Alexis Corbière, en 2022, est-ce que cette réforme, vous l'annulerez? Est-ce que vous reviendrez en arrière? Bien sûr. Je souhaite, avant même qu'on arrive au pouvoir en 2022, comme vous l'annoncez, qu'au moins, pour ce qui est de la mobilisation actuelle... C'est pas un souhait de Julien Arnaud, c'est une hypothèse. Voilà, une hypothèse d'école. Il n'y a pas de malentendu sur ce plateau. Mais pourquoi pas? Non, mais plus sérieusement, là, tout le monde est mobilisé. Je veux dire, on le voit bien, je ne reprends pas ce qui a été dit. Je pense qu'il serait raisonnable, là, que le gouvernement comprenne que l'affaire est mal emmanchée, si je puis dire. Et même la grande déclaration qui devait un petit peu... Il a dit qu'il ne va pas faire d'annonces magiques. Là, c'est des annonces tragiques. Il y a des gens nouveaux qui rentrent dans l'action. La CFDT, qui était le principal allié, l'UNSA, etc., disent mais non, ça ne va pas. Donc on voit bien qu'il y a une situation de blocage qui est en train de se tendre. Et moi, ce que je crains, c'est qu'il y a une dimension un peu politicienne, peut-être derrière, de vouloir défier le mouvement syndical, de vouloir siphonner la droite, de montrer qu'on est le parti de l'ordre autoritaire qui fait... C'est pas bien pour le pays, c'est pas bien. Je veux dire, donc il faut retirer cette réforme. Le système à point... Enfin, je veux dire, en plus, Marlène Schiappa, vous venez de dire une chose... J'apprécie, j'ai envie de vous applaudir. Non, les cheminots ne sont pas des privilégiés, mais Adrien Jeanne vous l'a dit. S'ils ne sont pas des privilégiés, pourquoi alors depuis des mois vous nous répétez que c'est le fond du problème? Allez, on n'y comprend plus rien, il fallait faire une réforme pour remettre en cause soi-disant les privilèges, et là vous dites non, il n'y en avait aucun. Au bout d'un moment, on s'y perd. Donc
c'est pas bien. Et je pense qu'il faut être raisonnable, il faut retirer cette réforme. Et moi, je soutiens, parce qu'on est en train de terminer un peu notre échange, évidemment, à la place qui est la mienne. Je soutiens tous ces salariés qui, dès demain, tout le temps, se réunissent à l'Assemblée générale et vont sans doute être mobilisés, et ils ont raison.